Salut. The Artist, Chantons sous la pluie ou encore Babylone, ces trois films, ils ont le point commun de raconter le passage du cinéma muet au cinéma parlant, laissant alors certains acteurs sur le bord de l'écran. Et ces trois films, ils ont tous les trois été inspirés d'un acteur bien réel. Est-ce que t'as déjà entendu parler de John Gilbert ? Né en 1897 aux États-Unis, John Gilbert est élevé seul par sa mère, comédienne de théâtre, qui décède alors qu'il est très jeune. Vers ses 15 ans, il habite à San Francisco, chez un oncle, qui lui parle alors d'une toute nouvelle chose qui est en train d'émerger, le cinéma. John se rend alors pour la première fois dans les salles obscures, et là, c'est la révélation, il sait qu'il veut faire des films. Alors, il descend à Los Angeles pour travailler dans ce milieu qui est en plein essor. Il commence par de la figuration, tout en gardant son envie de vouloir monter les échelons de cette industrie, et il va être propulsé par un grand réalisateur de l'époque, Thomas Ince, avec par exemple le film Le Lâche, dans lequel il apparaît sous le nom de Jack Gilbert. John Gilbert, déjà, c'est pas son vrai nom. De base, il s'appelle John Cecil Pringle. Puis quand il commence au cinéma, il se fait d'abord appeler Jack Gilbert, puis John Gilbert. Il y a plusieurs explications à ça. En fait, déjà, Pringle, c'est le nom de son géniteur, qu'il a presque jamais connu, donc il a pas voulu garder son nom. À la place, il a choisi Gilbert, qui est le nom d'un des remariages de sa mère. Et puis pour le cinéma, son nom John Cecil Pringle, il était pas assez mémorable. C'était trop long, pas percutant. Alors que Jack Gilbert, bam, ça claque, ça se retient. Et puis c'est court, donc ça rentre bien sur une affiche de film. Après Jack Gilbert, il a voulu adoucir en quelque sorte son nom d'artiste, et c'est pour ça qu'il s'est appelé John Gilbert. D'ailleurs, je parle de son nom d'artiste, mais en vrai, John, il a jamais trop voulu devenir acteur. De base, il voulait réaliser des films. L'acting, ça lui convenait pas trop, il avait un gros manque de confiance en lui, que ce soit sur son physique ou sur son jeu d'acteur. Dans les années 20, il fait la rencontre de Maurice Tourneur, un cinéaste français venu s'installer à Hollywood. Là, John y saisit sa chance pour sortir de son rôle d'acteur pour écrire enfin 5 films. Puis après ça, il a l'opportunité de pouvoir réaliser son premier film, Love's Penalty, en 1921. Et c'était la première et la dernière fois qu'il réalisait. En fait, avec son physique plutôt beau garçon, il est très rapidement engagé par la MGM. Wouh! Ouais, si vous avez suivi mes autres vidéos, vous avez bien compris que la Metro-Goldwyn-Mayer veut dominer tout le marché cinématographique en embauchant littéralement tout le monde. En fait, il est en partie engagé pour concurrencer Rudolph Valentino, qui rend folle les spectatrices de l'époque. Et qui fait donc exploser le box-office. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir. Lui, c'est Emmanuel de Dainville. Il a co-réalisé le documentaire The Great Lover sur John Gilbert en 2011. John Gilbert, pour essayer de vous donner un aperçu de sa notoriété à l'époque, on peut dire que d'une certaine façon, il a atteint un pic de notoriété comparable à celui de Johnny Depp. Et je prends Johnny Depp comme exemple parce que on voit bien aujourd'hui que Johnny Depp, il est un peu grillé auprès d'Hollywood, pas seulement pour des histoires de mœurs, mais aussi pour des histoires de valeurs financières, puisqu'à Hollywood, les acteurs, en fait, on parle d'actifs financiers. La composante économique est beaucoup plus forte que la composante artistique. Voilà, ils sont montés extrêmement haut tous les deux. Ce qu'il faut se dire, c'est que John Gilbert, en 1924, on commence un petit peu à le connaître, mais c'est encore très léger. En 1928, c'est l'acteur star d'Hollywood, le mieux payé dans son créneau. Son créneau, c'était le genre romantique. Et dans le genre romantique, il y a John Gilbert qui, en 1925 ou 26, donc enchaîne 2 gros succès d'estime que sont The Merry Widow, donc La Veuve Joyeuse de Harry Jones Rhyme, et La Grande Parade. Et ça, en fait, ça le place, on va dire, sur un piédestal à égalité avec Rudolph Valentino. Sauf que Rudolph Valentino meurt dans des circonstances un petit peu obscures, mais en tout cas, il meurt en 1926. Et donc là, il se retrouve seul sur un piédestal. Et il n'y a pas un seul autre acteur jusqu'en 1928 ou 1929 dans ce genre romantique qui va concurrencer John Gilbert. À la MGM, John, il est pris sous l'aile de King Vidor, un réalisateur spécialisé dans les grands films épiques, avec qui il va tourner Sonneur, Don Juan ou encore La Bohème, dans lequel il va rencontrer Lillian Gish, sa première femme. Sa première femme, car oui, il va enchaîner les mariages et les divorces. Ouais, alors John Gilbert, pour bien comprendre en gros le tumulte de sa vie amoureuse, faut se plonger dans son enfance, et donc c'est une enfance sans père, il est abandonné très jeune, et il va avoir un rapport aux femmes qui va être extrêmement complexe. Il va enchaîner les relations amoureuses. Après, c'est quelqu'un qui a un tempérament extrêmement passionné, et c'est ça qui est touchant avec John Gilbert, c'est qu'il va toujours conserver cette espèce de naïveté, de croire à un absolu qui touchera toujours du doigt à travers ses mariages malheureusement ratés. C'est quelqu'un dont on va dire que le mot stabilité est peut-être celui qui colle le moins à John Gilbert, tant au niveau de sa vie amoureuse, de sa vie sentimentale, que de sa carrière, où on a l'exemple même d'une étoile filante qui est filante et donc qui finit par se cracher.
En 1926, il tourne dans La chair et le diable, et c'est là qu'il va rencontrer Greta Garbo, dont il tomba amoureux, et avec qui il tournera plusieurs films. Alors Greta Garbo, c'était à la base une actrice suédoise avec un physique quelconque qui est importée de Suède, grosso modo, par un réalisateur qui s'appelait Moritz Stiller, un Suédois donc, qui lui est ardemment désiré par Louis B. Mayer. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, donc dans les années 20, là on est vers 1925-1926, les salaires des stars, que ce soit des réalisateurs ou des acteurs et des actrices, ont pris des proportions tellement énormes que les producteurs à Hollywood cherchent à tout prix à importer d'autres talents pour contrôler leur masse salariale. Irving Thalberg, qui était l'associé, on va dire, avec le penchant artistique de Louis B. Mayer à la MGM, va décider d'associer Greta Garbo à John Gilbert. Au début, elle est très intimidée, c'est lui la star. Et puis petit à petit, ce rapport de force va s'inverser. Et en 1930 ou 31 ou 32 dans ces eaux-là, ça s'est tellement inversé que John Gilbert n'a plus de contrat, il est oublié de tous. Et Greta Garbo, qui est voilà la divine, la reine d'Hollywood, qui est au sommet de sa carrière, va imposer à Louis B. Mayer, qui pourtant détestait John Gilbert, va imposer John Gilbert en tant que premier rôle dans le film La Reine Christine. Greta, à chacune des promotions, elle éclipse totalement son partenaire. Et elle fait pareil dans sa vie personnelle. Elle refuse de l'épouser à plusieurs reprises, puis finit par accepter, mais ne se présentera jamais le jour du mariage. Alors ça fait partie des mythes qui entourent le personnage de Gilbert. Beaucoup de personnes ne croient pas à cette histoire qui se raconte. Et vous allez voir, c'est pas fini. Louis B. Mayer, patron de la MGM, retrouve John encore dans son costume de mariée, en pleurs dans son bureau. Il essaye alors de le faire relativiser et lui dit « couche avec elle, mais ne la marie pas ». John, forcément, il trouve vraiment la remarque déplacée et il le frappe alors violemment au visage. À partir de ce moment-là, Mayer aurait alors décidé de lui briser sa carrière. Donc ça, je le rappelle, ce n'est qu'une légende, on n'a pas vraiment de preuves que ça soit vraiment arrivé. Et surtout, ça peut un peu sembler incohérent. On peut douter de ça parce qu'un producteur, ça pense business, et que quand votre actif numéro 1 sur le segment romantique, c'est John Gilbert, vous n'avez pas trop envie de liquider votre actif. Mais on a plein d'autres éléments explicatifs à sa descente aux enfers. Dans les années 30, c'est l'arrivée du parlant, et John, il va en faire les frais. C'est l'une des premières personnes que l'on entend déclarer sa flamme à l'oral. Les spectateurs trouvent alors ça ridicule et éclatent de rire lors des projections. Et donc en fait, à ce moment-là, cette étoile, elle commence à vaciller, et en fait, les spectateurs comprennent pas le John Gilbert nouveau, le John Gilbert parlant, là où celui d'avant était celui qui faisait rêver les femmes. Et l'autre élément qu'on peut citer, c'est que, ça relève plus de l'anecdote, c'est que le film Chantons sous la pluie a fait véhiculer une idée qui est totalement fausse à propos des acteurs stars du muet qui n'auraient pas réussi à passer au parlant. Et donc ce mythe, ce serait que c'est la voix de ces personnes-là qui aurait posé problème, et ça c'est totalement faux. Il y en a peut-être un dont j'ai oublié le nom pour lequel c'est une réalité, mais sinon pour l'ensemble c'était absolument différent. Donc l'exemple de John Gilbert, c'est juste que son genre romantique, on n'a pas réussi à l'adapter comme il fallait pour que au parlant, que ce soit adapté au parlant. Globalement, quand on écoute la qualité sonore de l'ensemble de ces films, pas que ceux de John Gilbert, c'est affligeant de médiocrité. Et donc John Gilbert, il n'a pas échappé à cette problématique technique. En 1928 et 29, les procédés d'enregistrement sonore sont encore désastreux. Et en fait, il y a très très peu de films qui ont survécu à cette époque-là parce que leur qualité artistique était tellement médiocre qu'il n'y a pas vraiment eu de programme, en tout cas de sauvegarde de ce patrimoine-là. En 1929, il y a un krach boursier. La MGM est ruinée mais doit pourtant dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir passer tous ses studios en parlant. Ils veulent alors baisser le salaire de tous leurs employés de 25%, mais pour John, un contrat est un contrat et il refuse alors de baisser son salaire. Et ça énerve la MGM qui va donc essayer de le mettre de côté et de le remplacer à tout prix. En plus de ça, John il dit clairement qu'il veut plus faire de films romantiques. Il en a marre de cette image qui lui colle à la peau. Mais malgré tout ça, faut pas oublier que la MGM garde un très gros pouvoir sur lui. C'est simple en fait, il préfère le voir sombrer ici que le voir rayonner ailleurs. Alors la MGM va aller recruter des nouveaux acteurs. Ils vont aller chercher du côté de Broadway parce que c'est des acteurs qui savent déjà poser leur voix. Et puis surtout, avec la crise, la différence qu'il y a entre le monde du cinéma et la vraie vie est trop importante. Alors les spectateurs cherchent de nouveaux visages, des personnes qui leur ressemblent plus. Avant la fin de son contrat, John ne tournait plus du tout, mais il venait quand même tous les jours au studio. Il aurait alors dit « Je resterai ici, même si je dois finir par faire le ménage ». Mais John Gilbert était quelqu'un de fragile et il sombre dans l'alcool. En fait, le gros problème de John Gilbert, c'est qu'il a, avec ce déficit énorme de confiance en lui qu'il avait et qui venait sans doute de son enfance précaire, en fait, il avait associé de façon superficielle sa confiance en lui à sa cote de popularité, en gros.
À partir donc de 1929, il n'y a que des déconvenus dans sa sphère pro, et sa sphère pro, elle prend tellement de place dans sa vie, dans son ensemble, que en fait petit à petit, il va avoir une estime de lui qui va tomber tellement bas que même dans des interviews publiques qui étaient diffusées dans des magazines d'époque, en gros, il expliquait, mais après avoir connu ce que j'ai connu, la vie n'a plus de saveur, et aujourd'hui j'ai 35 ou 40 ans et j'ai l'impression d'en avoir 70. Ouais. Et donc, en fait, ça se fait vraiment par palier, c'est-à-dire qu'en 1929, il a une rupture définitive d'entente avec son producteur Louis B. Mayer. Ensuite, en 32, disons, c'est la fin de son contrat, plus personne n'en veut vraiment à Hollywood. Il y a Greta Garbo qui le repêche miraculeusement dans un film de la MGM, mais le film fait un flop, et là, il s'enfonce dans l'alcool, il voit plus personne, il s'isole absolument, il vit dans le passé. Et puis, à la fin, il y a une toute petite lueur d'espoir, on est vers 1935 ou 1936, donc là, il tourne plus, mais il a une relation amoureuse avec Marlène Dietrich, et elle arrive à lui faire passer un essai pour un film dans lequel il aurait pu se recaser dans un nouveau genre en tant que second rôle. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens qui pensent qu'il aurait pu être très bon sur ce nouveau créneau. Et malheureusement, en fait, il a une ou deux crises cardiaques pendant les essais de ce film. Et donc là, les producteurs prennent peur. Finalement, ils prennent un acteur qui, alors là, c'est marrant, qui s'appelle, je crois, Johnny Hallyday. Donc rien à voir avec notre chanteur à nous, mais voilà. Quelques semaines ou quelques mois après, donc en janvier 1936, il est retrouvé donc mort dans son lit. Je ne sais plus très bien quelles sont les causes de son décès, mais en tout cas très clairement, c'est son alcoolisme qui l'a tué. Comme je le disais en début de vidéo, Gilbert il a eu une grande influence sur les récits nous décrivant le passage du muet au parlant. Il a récemment inspiré le personnage de Georges Valentin interprété par Jean Dujardin dans The Artist et celui de Jack Conrad interprété par Brad Pitt dans Babylone. Pour moi, la synthèse de la vie de John Gilbert, c'est déjà de rappeler une première chose, c'est que le cinéma, c'est une contradiction permanente entre des problématiques économiques et des problématiques artistiques. Moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que dans toute l'histoire du cinéma, en tout cas du cinéma de 1915, c'est-à-dire les débuts d'Hollywood jusqu'à aujourd'hui, le dernier mot a toujours été économique. Avec une seule parenthèse, c'est entre 1968, disons, et 1980, avec ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, où là le pouvoir était donné aux auteurs. Mais en dehors de cette parenthèse-là, on peut considérer que Hollywood, c'est davantage une industrie économique qu'un concept artistique. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de John Gilbert, je vous invite à visionner le documentaire The Great Lover, co-réalisé par Emmanuel de Dainville. Merci d'ailleurs à lui pour la participation dans cette vidéo.